Bonjour, c'est ça, et bienvenue à tous pour cette plénière d'ouverture du Sommet virtuel du climat, seconde édition. Je vais commencer par me présenter. Je suis Fanny Penet, présidente de l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et je suis ravie de vous accueillir si nombreux ce matin pour cette webconférence intitulée « Arrivera-t-on à la neutralité carbone en 2050 et par quels moyens ?» Cette question sera d'ailleurs le fil rouge de notre événement et de toutes les webconférences que vous pourrez retrouver pendant ce sommet. Avant de vous présenter nos intervenantes et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par vous dire à quel point nous sommes heureux de voir cet événement se concrétiser après de longs mois de préparation et de vous trouver toujours plus nombreux engagés à nos côtés pour la transition écologique et climatique. La création d'un sommet virtuel du climat a démarré en 2018, bien avant la crise sanitaire et le développement des outils virtuels, sur l'idée que nous pouvions et devions réunir des acteurs engagés sur les sujets climat sur un événement 100% virtuel et donc accessible à tous et moins coûteux en carbone. Nous nous sommes alors lancés et avons réussi notre pari en vous invitant à la première édition fin novembre 2019, après 1 an et demi de travail. Alors oui, nous sommes heureux de réitérer, de voir que nous sommes tous de plus en plus concernés et impliqués. Nous sommes heureux d'oser de nouveau car nous pensons qu'il est toujours plus urgent et essentiel de fédérer, d'échanger, de partager pour avancer ensemble vers un avenir climatique meilleur, vers un monde meilleur, disons-le directement. Alors nous avons pensé cet événement tourné vers l'action, porteur de solutions. Et quand je dis « nous », je parle notamment de l'APCC, que je représente aujourd'hui, de notre équipe permanente. Merci à Emeline, qui coordonne ce projet. Merci à Suzy pour la communication. Merci à Gaëlle pour la logistique et l'accompagnement de nos intervenants. Et merci à nos membres, notamment ceux impliqués dans les comités de pilotage et de programmation. Merci à vous tous, vous nous avez emmenés loin et dans la bonne humeur. Je vous parle également des coporteurs, aussi spécialistes des enjeux climat, sans qui cette aventure ne serait pas possible. L'association Bilan Carbone, merci à Damien et son équipe. L'ADEME, Agence de la transition écologique, merci à Fanny Fleuriot et les différents services qui nous ont soutenus. Et le CINOV, Fédération des syndicats du métier du conseil et de l'ingénierie, merci tout particulièrement à Jean Leroy. Je vous remercie tous chaleureusement pour votre énergie et votre implication dans ce projet. Je ne peux pas en visio déclencher une salve d'applaudissements, mais vous le méritez. Parce que derrière un sommet virtuel, c'est quand même bien une aventure humaine, je vous le promets. Nous sommes donc heureux et fiers de vous proposer un programme riche et diversifié, avec 30 webconférences sélectionnées par un comité d'experts et une vingtaine d'ateliers proposés par nos exposants, tout ça réparti sur les 15 prochains jours. Nous avons sélectionné nos intervenants en leur posant 2 questions. Pour les collectivités et les territoires, la question était comment mettre en œuvre, financer et faire vivre une stratégie de neutralité carbone et de résilience à l'échelle de son territoire. Pour les entreprises et les organisations, la question était comment se préparer et pérenniser son entreprise dans un monde décarboné. Ce sont donc des webconférences à destination de tous, entreprises, associations, collectivités, établissements publics, avec des sujets génériques ou sectoriels, accessibles à tous les niveaux d'engagement, avec toujours une volonté, que ces échanges soient tournés vers l'action. Nous avons vraiment voulu cet événement pragmatique et concret. Je le disais tout à l'heure, nous sommes heureux de vous trouver toujours plus nombreux engagés à nos côtés. Et vous, c'est avant tout nos sponsors et partenaires, car il est impossible de réaliser un événement de cette envergure sans votre soutien. Je tiens donc à remercier sincèrement notre sponsor officiel BPI-France, nos sponsors Gold Boursorama, le programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement des acteurs de la logistique, et la UTF, DDS Supply Chain, ainsi que nos sponsors Silver, BL Evolution, O2M Conseil, l'Institut de formation carbone et Santé publique France. Je remercie également tous nos partenaires et soutiens qui nous ont permis de relayer cet événement auprès d'autres acteurs et de faire de ce sommet une réussite.
Merci vraiment à tous de tout mon cœur. Enfin, je ne peux terminer ces remerciements sans m'adresser à vous, public, participants, chefs de projet, décideurs de France et d'ailleurs, parce que c'est bien à vous que s'adresse cet événement. La réussite de cette seconde édition du Sommet virtuel pour le climat dépend maintenant de votre participation et de vos retours. Je vous sais déjà très nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup déjà. N'hésitez pas à vous inscrire aux webconférences qui vous seront proposées donc sur les 15 prochains jours. Il y en a forcément à votre goût sur vos sujets, sur vos secteurs d'activité. J'en profite pour préciser que nous réalisons le bilan carbone de l'événement et c'est pourquoi nous avons posé un certain nombre de questions lors de votre inscription. Bien, après cette brève introduction, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous ce matin Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Madame Masson-Delmotte. Bonjour. Et Marion Guilloux, membre du Haut Conseil pour le climat. Bonjour Madame Guilloux. Bonjour à toutes et à tous. Ensemble, vous allez tenter de répondre à cette question centrale. Arrivera-t-on à la neutralité carbone en 2050 et par quels moyens? Je vais donc vous laisser la parole, Madame Masson-Delmotte, afin que vous puissiez nous parler donc, du 6e rapport du GIEC et de ses enseignements. Et puis, je passerai à la parole à Madame Guilloux pour nous parler des engagements de la France et du chemin à parcourir. Enfin, nous garderons un moment pour les échanges. C'est pourquoi, à vous, participants, voici donc quelques consignes avant de démarrer. Je vous invite à inscrire vos questions qui sont à poser à nos intervenantes dans l'onglet questions-réponses, donc QR, que vous trouverez en bas de votre écran. Et nous ferons une sélection à poser à nos intervenantes et où elles pourront y répondre également à l'écrit par la suite. Et puis, si vous avez juste des commentaires ou des remarques, vous pouvez les inscrire dans l'onglet de discussion, dans le chat, en prêtant attention aux destinataires si nécessaire. Voilà, en espérant que ces consignes soient claires. Valérie, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je vais m'appuyer sur le rapport du GIEC de cet été et aussi sur une estimation des progrès qui ont été effectués en amont et pendant la COP26 par rapport aux trajectoires qui sont aujourd'hui impliquées par les contributions des différents pays. Donc, sur la base de ce rapport du GIEC, je vais faire le point sur l'état du climat tel qu'il est observé et compris aujourd'hui, puis ensuite les évolutions futures possibles qui dépendent des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, avant de faire ce point sur la COP26. Donc, premier constat, l'influence humaine sur le climat est maintenant sans équivoque, c'est un fait établi. Si l'on prend l'évolution de la température à la surface de la Terre, qui est un des indicateurs de l'état du climat, vous voyez que chacune des dernières décennies a été successivement la plus chaude et que nous en sommes à 1,1 degré de réchauffement sur la dernière décennie par rapport à 1850-1900. Et ce réchauffement récent est une rupture sur plus de 2000 ans. Donc, c'est vraiment une rupture par rapport à l'ampleur et au rythme des variations climatiques naturelles. Si l'on prend ce réchauffement observé, c'est la barre grise, vous voyez que notre meilleure estimation est que l'intégralité de ce réchauffement observé est due aux conséquences des activités humaines, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, la barre rouge claire, en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution, les aérosols. Bien sûr, on prend en compte les facteurs naturels, soleil, volcan, la variabilité interne du climat. Cela joue d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre à l'échelle régionale, mais cela n'a pas d'effet sur l'évolution du climat global sur plusieurs décennies. Je précise que l'influence humaine sur le climat a augmenté encore plus vite la dernière décennie. Donc, des émissions mondiales de gaz à effet de serre sur les derniers 10 ans à leur record haut, et l'effet de masque des particules de pollution qui a atteint un pic à la fin du siècle dernier et qui diminue. Donc les deux facteurs jouent dans la même direction. On a fait des progrès considérables dans la quantification du rôle de chaque facteur. Donc qu'est-ce qui domine dans le réchauffement qui est observé?
C'est d'abord l'effet du dioxyde de carbone qui a un rôle cumulatif et qui interagit avec le cycle du carbone. Par exemple, 31% de nos émissions annuelles sont absorbées par la végétation et les sols, 23% par l'océan, ce qui conduit à son acidification. Le deuxième facteur qui pèse le plus, c'est le méthane, par son effet direct de gaz à effet de serre et par son interaction avec la chimie atmosphérique, la formation d'ozone en surface, qui est un polluant et un gaz à effet de serre. Donc, quand on ramène ces effets directs et indirects aux émissions de méthane, on voit que c'est aujourd'hui le deuxième facteur qui pèse le plus, avec également une hausse importante sur la dernière décennie. Si on prend l'ensemble des caractéristiques d'un climat qui change, la conclusion de notre évaluation est très claire. C'est l'influence humaine qui a réchauffé l'océan, l'atmosphère et la surface des terres. Cela conduit à des changements rapides et généralisés qui affectent par exemple le cycle de l'eau. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est qu'une des conséquences directes de l'influence humaine sur le climat, par la fonte des glaciers, un écoulement plus rapide de l'Antarctique, une fonte plus marquée du Groenland, et avec le réchauffement de l'océan, c'est la montée du niveau des mers qui a accéléré au cours des dernières décennies. Donc, une avancée considérable récente a été de comprendre comment l'influence humaine sur le climat affecte également, pas uniquement des tendances à échelle planétaire, mais aussi des événements spécifiques et tout particulièrement la probabilité d'occurrence et l'intensité des extrêmes chauds, des pluies torrentielles et des sécheresses. Alors, je vais rapidement parcourir un panorama à échelle globale. Chaque hexagone, c'est une région du monde. WCE, c'est l'Europe de l'Ouest. MED, c'est la région méditerranéenne. Tous les hexagones qui apparaissent en rouge, ce sont des régions où on observe une intensification des extrêmes chauds. Et plus vous avez des petits points noirs, plus notre degré de confiance dans l'attribution de cette augmentation à l'influence humaine sur le climat est forte. Donc, c'est généralisé pour les extrêmes chauds. C'est aussi le cas à la surface de l'océan. En ce qui concerne l'augmentation de l'intensité des pluies torrentielles, c'est vraiment lié au fait que l'atmosphère, pour 1 degré de plus, peut contenir 7% de vapeur d'eau supplémentaire. Donc, il y a une compréhension physique des mécanismes à l'œuvre. Sur les observations, c'est particulièrement fort dans l'hémisphère nord et tout particulièrement dans l'Europe du Nord. C'est aussi le cas pour le sud de la France, avec les pluies cévenoles dont les records ont augmenté depuis les années 70. On est très limité dans notre évaluation par l'accessibilité de données fiables à résolution suffisamment fine sur un temps suffisamment long. C'est en particulier le cas dans un certain nombre de pays en développement. Mais à l'échelle planétaire, il y a une intensification et une augmentation de la fréquence des événements de pluie torrentielle attribués à l'influence humaine sur le climat. C'est également le cas pour les sécheresses de type agricole qui touchent à l'humidité des sols. Donc, toutes les régions qui apparaissent ici en jaune, avec une intensification de ces sécheresses. Là où le signal est particulièrement marqué, c'est tout le pourtour de la zone méditerranéenne et également du côté de la Californie. C'est là où l'attribution est également la plus nette. Donc, une augmentation des sécheresses qui est due à 2 facteurs. Dans certaines régions, une baisse de la pluviométrie pendant la saison sèche, donc les régions de climat méditerranéen ou semi-aride, mais aussi le fait que dans un climat plus chaud, l'évaporation, la transpiration augmente à la surface des continents, 2 facteurs qui peuvent jouer dans le même sens. Sur les événements composites chauds, secs, venteux, donc des conditions météorologiques propices aux incendies, il y a une augmentation de la fréquence, de la sévérité, de la durée et des zones concernées. Et puis des changements multiples dans l'océan, je vais juste les aborder brièvement ici. Des vagues de chaleur plus fréquentes, un océan qui s'acidifie, un océan qui se mélange moins bien en étant plus chaud, donc une perte de l'apport d'oxygène en profondeur, en plus de la montée du niveau des mers. Deuxième volet, donc des changements climatiques qui sont déjà aujourd'hui généralisés et qui s'intensifient. Des changements climatiques dans chaque région qui vont augmenter à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et pour le niveau de réchauffement planétaire, à moins qu'il n'y ait une réduction rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera très difficile de limiter le réchauffement à un niveau proche de 1,5 degré et largement sous 2 degrés, qui sont les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, sur la base des risques liés à certains niveaux de réchauffement planétaire,
en particulier pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et la sécurité des habitats. Alors, pour les projections, nous abordons une large palette de scénarios. Des scénarios qui impliquent une hausse ou une très forte hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que ces scénarios sont maintenant moins plausibles. Moins plausibles du fait des politiques publiques mises en œuvre et moins plausibles du fait de ruptures technologiques qui permettent de produire de l'électricité bas carbone à un coût abordable. Un scénario de stagnation des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, à un niveau proche de l'actuel quelques décennies avant une diminution lente. Et enfin, des scénarios de baisse ou de très forte baisse. Le scénario de très forte baisse, il implique d'atteindre au niveau planétaire des émissions de dioxyde de carbone dues aux activités humaines autour de zéro, autour de 2050, et ensuite des éliminations nettes de CO2 de l'atmosphère. Alors, qu'est-ce que ça donne en fonction de ces différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre pour un indicateur clé, le niveau de réchauffement à la surface de la Terre? À court terme, dans les prochains 20 ans, dans tous les cas, on s'attend à atteindre un niveau de réchauffement de l'ordre d'1,5 degré. Même s'il y a une forte baisse des émissions de gaz à effet de serre, le cumul des émissions de CO2 augmente et on perd l'effet masque des particules de pollution, ce qui fait qu'on a des facteurs qui conduisent à un réchauffement supplémentaire. En cas de baisse ou de très forte baisse d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, il est possible de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés ou après un léger dépassement proche de 1,5 degré, mais la condition clé, ce sont des baisses fortes dans les années à venir, dans les décennies à venir, et le niveau de réchauffement ne se stabilise que si on a des émissions mondiales de CO2 dues aux activités humaines à net zéro et une forte baisse de l'effet net des autres facteurs. En cas d'émissions qui stagnent au niveau actuel pendant quelques décennies, on s'attend à dépasser 2 degrés de réchauffement autour de 2050. Et à la fin du siècle, vous voyez la plage de réponse du climat qu'on évalue. C'est typiquement 2,1 à 3,5 degrés en fin de siècle. Ça, c'est notre incertitude sur la réponse du climat pour un scénario donné. Juste pour situer ce vers quoi on peut aller par rapport à l'histoire du climat de la Terre, on est là sur le réchauffement actuel qui est déjà en fait une rupture par rapport à la période douce actuelle depuis la fin de la dernière glaciation. Un réchauffement qui dépasserait 2,5 degrés au cours de ce siècle. C'est quelque chose qui est complètement inédit en termes d'ampleur et de vitesse. La dernière fois qu'on avait un climat aussi chaud que cela, c'était il y a plus de 3 millions d'années, une phase chaude qu'on appelle le Pliocène, avec un niveau des mers beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui et qui témoigne des conséquences sur plusieurs milliers d'années d'un niveau de réchauffement de ce type. Alors, pourquoi est-ce que chaque fraction de réchauffement supplémentaire ou évité compte? Pour chaque demi-degré de plus, au niveau planétaire, on a des effets très nets dans chaque région, un niveau de réchauffement toujours plus important au-dessus des continents et près de l'Arctique que la moyenne planétaire, c'est déjà le cas aujourd'hui, et qui s'intensifie à mesure du niveau de réchauffement global. Pour les changements de pluviométrie en moyenne annuelle, des évolutions contrastées avec une tendance à la baisse dans les régions de climat méditerranéen ou semi-aride et une tendance à la hausse dans les régions de climat froid ou dans certaines régions de mousson. Dans les régions de mousson, les effets sont contrastés. Les particules de pollution émises localement ont tendance à assécher, alors que les gaz à effet de serre ont tendance à renforcer l'intensité des pluies de mousson. En ce qui concerne l'humidité des sols, on s'attend à une forte diminution dans de nombreuses régions qui augmente pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire. C'est le cas du côté de l'Amérique centrale ou des zones tempérées d'Amérique du Nord, le pourtour de la Méditerranée, l'Europe de l'Ouest, certaines régions d'Amérique du Sud, toute la partie sud de l'Afrique et beaucoup de régions autour de l'Australie. Et cette intensification de la baisse de l'humidité des sols se poursuit à mesure de l'ampleur du réchauffement planétaire. De nombreux changements dans le système climatique, qui sont des facteurs de risque, s'amplifient en relation directe avec le niveau de réchauffement planétaire. C'est le cas pour les extrêmes chauds. Ceux qui se produisaient une fois par 50 ans à la fin du 19e siècle sont déjà 5 fois plus fréquents. Ce sera 9 fois plus fréquemment pour un monde d'1,5 degré plus chaud et 14 fois pour un monde de 2 degrés plus chaud.
C'est aussi le cas pour la fréquence, l'intensité des pluies torrentielles. C'est le cas pour les sécheresses au sens agricole ou écologique dans les régions qui apparaissent ici en orange. D'autres facteurs sur le recul, par exemple, des sols gelés ou l'enneigement de printemps, dépendent aussi directement du niveau de réchauffement planétaire. Dans notre évaluation, on montre que pour le cycle de l'eau, il faut s'attendre à une intensification, également de sa variabilité avec une augmentation des saisons et des événements très humides ou très secs à mesure de l'amplification du réchauffement planétaire. Un mot sur les changements irréversibles. L'océan a capté 91% de l'énergie supplémentaire qui ne part plus vers l'espace. Le temps de mélange de l'océan profond est de plusieurs siècles. Les glaciers mettent des dizaines d'années à s'ajuster au climat d'aujourd'hui. Pour les calottes de glace, l'échelle de temps est de siècles à millénaires. Donc, la montée du niveau des mers va se poursuivre à des échelles de temps de milliers d'années, mais l'ampleur et le rythme vont profondément dépendre des émissions à venir. À horizon 2050, vous voyez que la montée du niveau des mers qui est attendue est assez indépendante des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Si on atteint autour de 2050 la neutralité carbone, il est possible de limiter la montée du niveau des mers autour de 50 cm de plus que 1900 en fin de siècle. En cas de très forte hausse d'émissions de gaz à effet de serre et en cas d'instabilité de calotte, en particulier du côté de l'Antarctique, vous voyez la plage haute plausible que nous rapportons dans notre évaluation. Et la montée du niveau des mers se poursuit à des échelles de temps très longues. Si le pic de réchauffement est autour de 2 degrés, c'est de l'ordre de 2 à 6 mètres sur 2000 ans. Si le pic de réchauffement est autour de 3 degrés, c'est de l'ordre de 4 à 10 mètres sur 2000 ans. Donc, les changements qui sont déjà observés et vécus dans toutes les régions de la Terre ont de multiples caractéristiques, des tendances, des extrêmes, des indices associés à des seuils de tolérance, et ils vont s'accentuer avec la poursuite du réchauffement. Dans notre rapport, vous trouverez une synthèse pour ces grandes régions du monde avec des fiches de 2 pages par région, ce qui est observé, ce qui est attendu en fonction de l'ampleur du réchauffement planétaire. On a cartographié ces changements par rapport à 33 facteurs climatiques générateurs d'impact, des indices liés aux conditions chaudes ou froides, aux conditions liées au cycle de l'eau, à tout ce qui touche à la cryosphère, au vent, au littoral, par exemple l'érosion des côtes sableuses, ou bien l'augmentation de la fréquence des extrêmes de niveau marin, qui augmente avec la hausse graduelle du niveau des mers. Ce qui est notable, c'est que, par exemple, les changements d'extrême chaud pour un monde 2 degrés plus chaud autour de 2050 vont toucher toutes les régions concernées, de même que la baisse des extrêmes froids. C'est aussi le cas pour les vagues de chaleur marine qui vont augmenter dans toutes les régions concernées. Par contre, pour les changements du cycle de l'eau, je vous ai montré tout à l'heure, c'est plus contrasté. Pour 50% des régions continentales, il y aura 15 facteurs générateurs d'impact qui vont changer de manière simultanée. Pour 96% des régions, c'est plus de 10 caractéristiques qui vont s'intensifier de manière simultanée et auxquelles il est critique de pouvoir se préparer. Vous trouverez cette synthèse détaillée sur la base d'une approche de sciences ouvertes et de données ouvertes dans l'Atlas interactif. Donc, la possibilité d'accéder aux informations climatiques pour chaque région, la possibilité d'accéder aux synthèses régionales, par exemple, si vous voulez voir où est-ce qu'on s'attend à une intensification des conditions propices aux incendies, de sorte à mettre en place des systèmes de prévention, de gestion de risque, vous le trouverez dans cette synthèse régionale. Dernier point, comment ralentir les changements inévitables, comment arrêter ceux qui dépendent du niveau de réchauffement planétaire sur la base de la compréhension physique du fonctionnement du climat. La condition clé, c'est limiter le cumul des émissions mondiales de CO2 dues aux activités humaines. Pourquoi ? Parce que dans notre évaluation, on montre que c'est l'effet CO2 qui domine sur le niveau de réchauffement planétaire et qu'on confirme une relation étroite entre la hausse de la température à la surface de la Terre et l'évolution du cumul des émissions dues aux activités humaines. On ne le montre ici qu'à horizon 2050. Pourquoi ? Parce qu'après 2050, en cas d'émissions de gaz à effet de serre intermédiaires ou élevées, l'évolution des puits naturels de carbone est plus incertaine. En particulier parce que dans un monde plus chaud, la capacité relative de l'océan, de la végétation et des sols à absorber du CO2 diminue.
Donc, entre maintenant et 2050, c'est là où on a cette confiance la plus élevée. Et donc, on permet de remettre à jour, par exemple, l'évaluation des budgets carbone résiduels permettant au niveau planétaire de limiter le réchauffement autour d'1,5 degré. Si on veut le faire avec une confiance qui est de l'ordre de 2/3, une probabilité de réussite qui est de l'ordre de 2/3, le budget carbone résiduel est de l'ordre de 400 milliards de tonnes de CO2. Pour une chance sur 2 d'y parvenir, c'est de l'ordre de 500 milliards de tonnes de CO2. Avec le niveau actuel d'émissions chaque année, la marge de manœuvre qui nous reste est limitée. Si les émissions stagnent au niveau actuel, ce budget carbone sera dépassé au début de la prochaine décennie. Donc pour conclure, limiter le réchauffement, ça demande de limiter le cumul des émissions de CO2 et d'atteindre au moins net zéro CO2, et de limiter fortement les émissions des autres gaz à effet de serre. On souligne le potentiel de double bénéfice climat et qualité de l'air en réduisant fortement les émissions de méthane, parce que du fait de la durée de vie courte du méthane dans l'atmosphère et de son effet de serre important, cela permettrait de limiter la perte de l'effet masque des particules de pollution, et via l'effet du méthane sur la formation d'ozone en surface, cela permettrait de gagner encore plus en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Si on baisse fortement les rejets de gaz à effet de serre, au bout de combien de temps on en voit les bénéfices? Donc, c'est illustré ici sur les émissions de CO2 en contrastant un scénario d'émissions élevées et basses. L'effet sur la concentration dans l'atmosphère, si on a une baisse qui démarre autour de 2015 dans cette projection, vous voyez que l'effet sur la composition atmosphérique se voit sur à peu près 5 ans. Donc, c'est plus long qu'une baisse temporaire du fait de confinement pendant une pandémie. Ça ne se voit pas en quelques mois, mais ça se voit sur plusieurs années. Quand la concentration en CO2 dans l'atmosphère se stabilise parce qu'on a atteint des émissions nettes à zéro du fait des activités humaines, c'est là où en fait on a une stabilisation du réchauffement. Et l'effet sur les tendances de température, si on prend en compte la variabilité naturelle d'une année à l'autre du réchauffement, on peut le distinguer et le détecter au bout d'une vingtaine d'années. Donc c'est le délai entre l'action et l'effet mesurable de l'action sur l'évolution du climat à l'échelle planétaire. Je termine en soulignant à quel point le niveau de réchauffement futur déterminera l'ampleur des conséquences et donc l'ampleur des besoins d'adaptation, des coûts d'adaptation et des pertes et dommages quand les capacités d'adaptation sont dépassées. C'est illustré en particulier pour les régions de climat chaud, avec l'augmentation du nombre de jours avec une alerte de chaleur qui augmente pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, tout particulièrement dans les tropiques, et l'augmentation des records de pluie qui augmente de manière considérable dans les régions à la fois de climat froid et marquées par des précipitations tropicales importantes pour chaque fraction de réchauffement planétaire. Donc ça souligne à quel point le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend de l'action qui peut être mise en place le plus rapidement possible pour parvenir à réduire les émissions de dioxyde de carbone et atteindre, avec le cumul le plus limité possible, des émissions mondiales de CO2 à net zéro. La décision de la COP26, pour la première fois, fait référence au fait de réduire ces émissions pour atteindre le net zéro. Elle fait référence à l'urgence à agir plus vite que les promesses qui sont maintenant sur la table, et elle s'appuie fortement sur ce rapport du GIEC de l'été 2021, dont vous avez là une présentation d'ensemble des éléments qui peuvent vous intéresser et qui sont disponibles en ligne. Et je termine sur les résultats de la COP26. Si on regarde les politiques qui étaient mises en place autour de 2010, elles impliquaient une hausse importante des émissions mondiales de CO2 équivalent. Les politiques qui existaient en 2020 impliquent toujours une hausse des émissions mondiales de CO2 équivalent à horizon 2030. Les promesses réactualisées entre 2020 et 2021 permettent de gagner un peu sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre attendues entre 2025 et 2030, en fonction de ce qui est conditionnel ou non conditionnel. Mais vous voyez ce décalage qui persiste entre les engagements qui sont sur la table à horizon 2025-2030 et la baisse de l'ordre d'un quart entre 2010 et 2030, nécessaire pour les trajectoires limitant le réchauffement sous 2 degrés, ou la baisse de l'ordre de 45% entre 2010 et 2030, compatible avec les trajectoires permettant de limiter le réchauffement à un niveau proche d'1,5 degré.
Donc, les observateurs qui ont agrégé l'effet des engagements qui ont été pris pendant la COP26 montrent qu'avant celle-ci, on est plutôt parti sur une trajectoire d'ambition, d'action qui mènerait, sans plus d'accentuation, à un réchauffement de l'ordre de 2,6 en fin de siècle. Les engagements avant la COP26 nous mettent plutôt sur une trajectoire de réchauffement vers 2,4 degrés. Les annonces pendant la COP, si elles se réalisent, une trajectoire qui irait vers un réchauffement de l'ordre de 2,3 degrés. Il y a également un certain nombre de pays, 74 pays, qui pèsent pour 3/4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui ont affiché des engagements à atteindre la neutralité carbone exprimée de manière différente, CO2 ou autre, entre 2050 et 2070. Si ces promesses se réalisent, et si elles sont mises en œuvre rapidement, ce qui est un vrai enjeu, parce que ce n'est pas toujours compatible avec la tiédeur des engagements autour de 2030, cela pourrait permettre de contenir le réchauffement proche ou sous 1,5 degré. Mais les enjeux maintenant, c'est l'alignement entre l'action à court terme et ses ambitions à plus long terme, sachant que seulement 12 pays ont inscrit dans la loi ces engagements vers la neutralité carbone. Et pour un certain nombre de pays, il y a des enjeux majeurs de crédibilité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte, pour ce point sur le 6e rapport et les enseignements aussi de la COP26. Je vous redonnerai tout à l'heure la parole pour les questions-réponses, mais encore une fois, vous avez accès au module si vous souhaitez y répondre en direct. Et je vais donc donner la parole à Madame Guilloux. Je vais également donc partager votre présentation. Hop. Voilà. Voilà, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à nouveau. Et donc, je pense que nous ne nous étions pas coordonnés avec Valérie, mais elle a terminé par la phrase relative à l'alignement des actions à court terme et des objectifs à fixer à plus long terme, 2050 à 2070. Et je pense que c'est un très bon résumé de la mission principale du Haut Conseil pour le climat, dont Valérie est membre, d'ailleurs, dont Valérie Masson-Delmotte est membre par ailleurs. Alors moi, je ferai donc le lien avec les engagements de la France et le chemin qui reste à parcourir, sachant que le Haut Conseil pour le climat a été créé fin 2018. Il a pour vocation d'apporter un éclairage neutre sur la politique du gouvernement en matière de climat. Il est chargé d'émettre des avis et recommandations sur la mise en œuvre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France, en cohérence avec ses engagements internationaux, et en particulier l'accord de Paris et toutes les négociations internationales, et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, qui est donc un engagement de la France. Le Haut Conseil pour le climat est composé de 13 membres qui ont été choisis pour leurs expertises dans différentes disciplines dans le domaine du climat. Alors, je fais un petit peu de publicité sur nos rapports. On a publié 3 rapports annuels jusqu'à présent. Un rapport sur l'évaluation des lois au regard du climat, un rapport spécial sur la crise du Covid-19 qui a présenté un moment très particulier, vous le verrez sur les chiffres de cette année, un rapport sur l'empreinte carbone de la France, et je reviendrai pour ceux que ça intéresse sur la définition de l'empreinte carbone et l'importance de l'utiliser, un rapport sur la rénovation énergétique des bâtiments, un rapport sur le plan de relance et l'évaluation des effets du plan de relance potentiel sur le climat, et un rapport sur la maîtrise de l'empreinte carbone de la 5G. En fait, peuvent nous saisir le gouvernement, le Parlement, le Conseil économique et social et environnemental, donc par les textes, et nous nous permettons nous-mêmes de nous saisir sur certaines questions régulièrement, comme vous le voyez. Le rapport sur la 5G était fait à la demande du Sénat, mais pour la plupart des autres rapports hors rapport annuel, ce sont des autosaisines. Alors, la diapositive suivante, je pense que pour commencer, donc là, c'est le Haut Conseil pour le climat. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc il est important de commencer par saisir les ordres de grandeur sur les émissions, les secteurs émetteurs en France. Donc, les 436 millions de tonnes d'équivalent CO2,
6,5 tonnes équivalent CO2 par habitant, hein, c'est peut-être le chiffre à retenir plus facilement. Il est important de voir d'où ces émissions viennent principalement. Vous voyez que le secteur du transport est le secteur largement le plus émetteur, et on y reviendra tout à l'heure, notamment sur ces évolutions. Le secteur de l'industrie est ensuite présent pour 19% des émissions. Ce qu'on appelle le secteur agriculture est présent pour 19% des émissions, et j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi, et le secteur bâtiment pour 17%. Est-ce que je peux ajouter que le secteur transformation d'énergie, et oui, ce sont je vois qu'il y a une question, ce sont les émissions en France, hein, ce sont les chiffres sur les émissions françaises. Le secteur transformation d'énergie est pour 10%, et le secteur des déchets pour 4%. Donc, vous voyez les ordres de grandeur, retenez 31% pour les transports. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui est important, c'est globalement comment évoluent ces émissions globales pour la France. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la précision des chiffres. Effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, vous posez les questions trop vite par rapport à l'exposé, mais toutes vos questions sont pertinentes. Donc, actuellement, on a un rythme de baisse des émissions qui s'est accentué, vous le voyez, en 2019. On voit bien que le petit bout bleu est plus rapide, enfin descend plus rapidement à partir de 2019. Le chiffre 2020, bien sûr, les moins 9% de 2020 sont liés aux conditions exceptionnelles liées au Covid et ne seront malheureusement pas utilisables pour la suite. C'est attribuable aux mesures de confinement. Ça ne reflète pas de changement structurel durable et c'est temporaire. Donc, on se basera plutôt sur le chiffre de moins 1,9% en 2019, sachant que pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés, il faudrait au moins du moins 3% dès 2021. Donc presque doublé, ce qu'on a appelé dans notre rapport presque doublé. De toute façon, il faudrait passer à moins 3% et moins 3,3% pour la période du troisième budget carbone 2024-2028 si on prend en compte le rehaussement des objectifs européens. Donc retenez que 2019, on est sur une tendance de moins 1,9% et que pour 2021, il faudrait déjà moins 3% et ensuite moins 3,3%. La diapositive suivante. Alors, il y a des progrès réalisés, mais très différents selon les secteurs. Certains progrès sont de fait d'ordre structurel. Dans le secteur des bâtiments, qui est en rouge, il y a des progrès d'ordre structurel, et j'y reviendrai. Dans le secteur de l'industrie également, et dans le secteur de la transformation d'énergie, qui est en orange. Mais ces progrès structurels, donc durables, ont besoin de s'accélérer pour remplir les objectifs qui sont désormais ceux de la France. Alors, pour les bâtiments, un recours accru à des énergies bas carbone pour le chauffage fait partie des évolutions structurelles. Et ce qu'il nous faut désormais faire, c'est viser plus directement les rénovations complètes, contrairement à ce qu'on appelle les rénovations par geste, c'est-à-dire, par exemple, une fenêtre isolante, vous voyez, ou un ajout d'isolement des combles. En fait, il faut penser l'isolation globale du bâtiment pour arriver à des résultats significatifs, parce que sinon, on peut avoir très facilement un pont thermique à côté d'un geste ponctuel. Donc, notre recommandation sur le bâtiment, c'est d'aller vers des rénovations complètes pour atteindre le niveau BBC du parc, même si cet objectif bien affiché et bien compris au niveau global du bâtiment peut se faire progressivement. Pour l'industrie, c'est une amélioration de l'efficacité des processus qui est à soutenir par des dispositifs incitatifs au niveau des prix ou des aides à l'innovation, et particulièrement lorsque ce sera la fin de la mise en place des investissements du plan de relance, parce que dans le plan de relance, on trouve pas mal de mesures incitatives. La question se pose de la prolongation de ces mesures pour avoir une prolongation de leurs effets. Pour l'énergie, c'est la sortie du charbon, appuyée par la hausse continue de cours des quotas européens, qui est à la source des tendances à la baisse toutes récentes. Malheureusement, il y a très peu d'ambition de décarbonation du secteur dans la SNBC 2, et en fait, ça pourrait être un des objectifs de la SNBC 3, qui, vous le savez, donc la stratégie nationale bas carbone, puisque tous les sigles qu'on utilise allègrement ont besoin d'être répétés
de temps en temps. Donc, on a au niveau national une stratégie nationale bas carbone qui fixe les objectifs globaux et qui fixe pour chacun des secteurs des trajectoires. Au niveau du Haut Conseil pour le climat, c'est notre référentiel de travail, hein, comment respecter ces stratégies nationales bas carbone. Et actuellement, on est en cours d'exécution de la stratégie nationale bas carbone 2 et déjà en cours de préparation de la stratégie nationale bas carbone 3. Et on pense que dans la stratégie nationale bas carbone 3, il faudrait effectivement avoir beaucoup d'ambition de décarbonation de ce secteur. Alors, le secteur des transports, vous vous en souvenez, c'est le premier secteur émetteur. Malheureusement, ces émissions stagnent avant 2020. Bon, 2020 est très particulier, donc je vous demande de ne pas prendre en compte les chiffres 2020 tels qu'ils sont parce qu'on a vécu tellement différemment. En fait, malheureusement, la demande de transport continue à augmenter et il n'y a pas de report modal au bénéfice du rail. En 2020, l'entrée en vigueur de nouvelles normes d'émissions a poussé la part de marché des véhicules électrifiés à 11%, et c'est certainement une avancée qui est à accompagner pour l'accélérer dans les prochaines années. Pour préciser un peu ce qui s'est passé pendant la pandémie, en fait, elle montre à la fois des risques et des opportunités pour la suite, parce que l'état sanitaire a accentué la préférence pour la voiture individuelle. Alors, c'est difficile de savoir quand le retour à la fréquentation des transports en commun se produira. De fait, on a toujours un effet préférence voiture individuelle du fait des risques sanitaires. En revanche, dans l'autre sens, l'engouement pour le vélo, qu'on peut encore amplifier et pérenniser dans les villes et les banlieues, notamment en s'appuyant sur les vélos électriques, est un effet positif. Pour le télétravail, ça a des effets moins clairs, parce qu'il y a un risque, donc il y a un effet bénéfique immédiat, mais il y a un risque de rebond possible, les personnes s'éloignant de leur lieu de travail. Et donc, potentiellement, lorsqu'il faut retourner sur le lieu de travail, une augmentation des transports. Un autre enjeu pour le secteur transport, c'est d'accélérer le renouvellement du parc automobile pour sortir des véhicules les plus polluants le plus rapidement possible. Vous voyez, il est toujours difficile, quand il y a eu un changement drastique de comportement, notamment en 2020, de mesurer d'ores et déjà les effets à plus long terme positifs et négatifs. Le transparent suivant fait donc si on pouvait passer au transparent suivant, je fais un petit zoom sur l'activité agricole, hein, qui est plus particulièrement liée à ma compétence personnelle sur l'agriculture et l'alimentation. Donc, les émissions de l'agriculture ne diminuent que lentement, vous l'avez vu globalement pour la France. La vitesse de décarbonation demandée à l'agriculture dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone 2 était assez faible et nettement inférieure à ce qui était demandé aux autres secteurs. Donc l'agriculture, vous vous en souvenez, c'est à peu près 19% des émissions en France. Et si on regarde d'où viennent ces émissions, c'est d'abord de l'élevage pour 48%, des cultures avec notamment les engrais pour 40% et 12%. Ça vient des émissions des engins agricoles et du chauffage des serres, donc plus particulièrement du CO2. Alors pour l'élevage, c'est plus du méthane et pour les cultures, plus du N2O. Donc l'ambition de décarbonation portée par le secteur est pour l'instant encore assez faible. Le rythme de réduction de ce fait est insuffisant au vu des enjeux à venir et traduit encore une prise en compte marginale des objectifs climatiques. Donc l'idée, d'ailleurs c'est cohérent avec le fait que dans les financements du plan de relance, il y a seulement 1,5% des financements de plan de relance qui concernent des mesures dédiées au secteur et qui sont favorables au climat. Vous voyez sur cette carte la part des émissions de les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture dans chacune des régions et leur importance. Bon, elles sont largement liées évidemment à l'importance de l'activité agricole dans chacune des régions. Sur cette carte, les données de l'Occitanie ne figurent pas pour des raisons de disponibilité des données vis-à-vis du CITEPA, mais vous verrez sur une autre carte des données sur la région Occitanie. Alors la deuxième caractéristique du secteur agricole, c'est qu'il y a aussi bien sûr des puits nets de carbone et dans les sols, y compris les sols agricoles, et dans les forêts. C'est ce qu'on a, et ils sont comptés dans ce qu'on appelle le secteur UTCAF. Donc le secteur agricole est assez compliqué parce qu'il y a d'un côté les activités d'élevage, de culture
et, disons, le machinisme lié directement à ces activités, et de l'autre, et pas compté dans le même paquet, dans le paquet de ce qu'on appelle occupation des sols, ce joli mot qui s'appelle UTCATF, occupation des sols, utilisation des terres et changement d'affectation des terres et foresterie. Donc, il faut remarquer que ce paquet contient également l'urbanisation, par exemple, le fait qu'un sol agricole devienne soit industrialisé, soit couvert par des voies, soit urbanisé. Donc, dans ce paquet-là, vous avez les puits nets de carbone qui sont observés globalement. Et si je vous le signale, c'est parce que lors du dernier rapport, on a signalé cet événement. Le puits net de carbone observé en réalité est beaucoup plus faible que celui qui était attendu. Alors, on a essayé rapidement, lors de notre dernier rapport, d'analyser pourquoi ce puits net de carbone est beaucoup plus faible que celui qui a été anticipé en faisant la stratégie nationale bas carbone numéro 2. Alors, c'est notamment parce que les sous-secteurs des forêts, des prairies et l'urbanisation, donc l'artificialisation des sols en croissance, font qu'il y a un stockage net de carbone plus faible qu'anticipé au moment où la stratégie nationale a été élaborée. Et par ailleurs, parce que la capacité de stockage de la forêt a beaucoup diminué, enfin, est beaucoup plus faible qu'anticipé, notamment, enfin, on peut interpréter, mais pour des raisons de santé ou de dépérissement de certaines forêts. Donc, retenez deux choses, que les émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture ne sont pas des émissions des mêmes gaz, donc majoritairement c'est méthane et produits azotés, et par ailleurs que les puits nets de carbone observés en réalité sont moins forts que ce qui était anticipé, donc il faudra agir sur ces deux facteurs. Alors donc, on a fait un certain nombre de recommandations dans ce secteur, plus favoriser le stockage de carbone dans les sols. Il faut dire qu'actuellement, dans les sols agricoles, il y a un déstockage plus qu'un stockage. Développer un plan protéines végétales ambitieux pour deux raisons. D'abord, parce qu'actuellement, on est très importateur de produits comme le soja, qui sont produits dans des zones largement issues de déforestation. Et donc là-dessus, et la France et l'Europe ont des ambitions en matière de diminution de la déforestation, qui est très significative. L'Europe est une des premières sources de déforestation dans les zones de production végétale concernées, de protéines végétales concernées dans le monde. Et deuxième élément, c'est que dans ces protéines végétales, vous avez des légumineuses qui elles-mêmes captent l'azote de l'air et apportent de l'azote au sol, et donc diminuent les gaz à effet de serre utilisés par l'agriculture, parce que ça diminue les besoins de fertilisants azotés pour les cultures. La troisième mesure qu'on a proposée, c'est des pratiques d'élevage différentes pour arriver à diminuer les émissions de méthane et intervenir dans l'offre alimentaire par des contrats de filière d'exploitation agricole. Je vais m'arrêter parce que sinon je serai trop longue sur la partie agricole et alimentation. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Je crois qu'on va répondre à la question que vous êtes en train de poser très très bientôt. Donc, dans cette diapositive, j'ai voulu vous montrer la part des régions de France, puisque les régions sont un des acteurs importants en matière de climat. La plupart des régions de France ont vu leurs émissions diminuer sur la période 2015-2018 et parfois de manière significative. Vous voyez les flèches vertes un petit peu plus soutenues en Île-de-France, en Centre-Val de Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, quand vous regardez la décomposition de ces contributions des régions, les émissions des transports sont globalement à la hausse, sauf en Île-de-France, celles des bâtiments globalement à la baisse, et en particulier dans la région Centre-Val de Loire. Alors, on n'a pas encore vraiment poussé à bout l'analyse des différentes évolutions régionales, parce qu'on pense que cette analyse sera extrêmement utile pour voir comment répliquer les succès sectoriels de telle ou telle politique de telle ou telle région. Donc, on pense que c'est une source d'exemples qui sera à exploiter un peu plus. Dans le rapport bâtiment, je me souviens qu'on avait noté les efforts très particuliers faits par le Grand Est, et on aura à faire la même chose pour chacune des politiques sectorielles pour faire progresser l'ensemble. Alors, la diapositive suivante
Effectivement, les régions ont un rôle stratégique en matière de planification territoriale. Depuis la loi Grenelle II, il existe une obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, et j'ai vu que parmi vous, beaucoup de personnes venaient d'établissements publics intercommunaux, de régions, et de fait, ces collectivités de plus de 50 000 habitants doivent élaborer des plans climat-énergie territoriaux. Et toutes les régions de France doivent élaborer, alors ce sont des sigles horribles, mais des schémas régionaux climat, air, énergie, qui déclinent à l'échelle régionale une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie. Alors ensuite, en France, vous avez ces deux lois de 2014 et de 2015 qui, de fait, donnent aux régions le rôle de chef de file dans le domaine du climat, pour la première, et dans le domaine de la transition énergétique, pour la deuxième. C'est dire l'importance de savoir les actions régionales mises en place. Et actuellement, au niveau de la métropole, 11 des 13 régions de métropole ont mis à jour un plan de développement durable, ces horribles STRADET, c'est le sigle qui est horrible, les plans sont évidemment très stratégiques. C'est une avancée qui doit converger progressivement avec la stratégie et les calendriers nationaux. En effet, pour que le système marche, il est essentiel d'articuler l'action territoriale, qui est celle qui intéresse très directement les acteurs, et donc auxquels les acteurs peuvent être, pour laquelle les acteurs peuvent être mobilisés sur le territoire. On intéresse beaucoup plus facilement un citoyen ou même un acteur économique à ce qui se passe autour de lui qu'à un plan national. Donc, ces plans territoriaux, c'est très important de les articuler aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, améliorer la concertation entre les différents échelons territoriaux, synchroniser les documents avec la révision de la stratégie nationale, ça paraît particulièrement important. Alors, le SRADET, je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne viennent pas de collectivités, de régions, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de représentants de régions dans le public. Le SRADET, c'est à la fois un document stratégique, puisqu'il fixe les objectifs de moyen et de long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également les objectifs d'adaptation au changement climatique. C'est un schéma intégrateur, puisque l'idée, c'est bien qu'il fusionne les différents documents de planification et qui permettent la construction de cette trajectoire qui intègre atténuation, adaptation et développement économique. Et il est prescriptif puisqu'il s'impose aux documents locaux d'urbanisme. Donc le SRADET, pour nous, a un rôle particulièrement important et c'est bien ces SRADET qu'il faut que nous arrivions à rendre cohérents du point de vue du calendrier et du contenu avec les schémas nationaux qui eux-mêmes devront être compatibles avec les objectifs européens. Alors, sur la carte, là, je vous ai mis des cartes régionales parce que je pense que pour intéresser les différents acteurs, voir ce qui va se passer autour de chez eux est sans doute l'élément le plus mobilisateur. Donc, la diapo suivante. Alors, la diapo suivante, elle reprend une notion, et j'ai vu que en regardant rapidement les questions qui fusent, j'ai vu que vous parliez, pour beaucoup d'entre vous, des empreintes, parce que vous avez raison, il ne sert à rien de ne parler que des émissions nationales si en fait les mesures de politique publique consistent à mettre de l'autre côté de la frontière les sources de production de ce que nous allons consommer. Donc il est particulièrement important, chaque fois qu'on parle de gaz à effet de serre, de penser non seulement émissions, mais de penser empreinte. Et ce qu'on appelle l'empreinte, donc, et c'est peut-être important que je vous donne tout de suite la définition de l'empreinte, c'est donc les émissions territoriales auxquelles on a enlevé les émissions nettes exportées, mais auxquelles on a ajouté les émissions nettes importées. Et donc, ce sont les émissions liées à la consommation sur le sol national. Alors, il faut savoir aussi qu'aux émissions territoriales, il faut ajouter les émissions des transports internationaux, qui actuellement sont un peu des sans domicile fixe. Ces émissions sont en légère hausse et tirées par l'aviation en 2019, ainsi que par les échanges internationaux de biens et de services. En 2016, il faut savoir qu'on a les données plus en retard que les données nationales, parce qu'il faut savoir, dans les différents pays où ont été délocalisées la production, quelles sont les pratiques en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et donc on a des données plus en retard. Vous voyez, c'est 2016,
notre dernière barre rouge pleine, c'est-à-dire avec des données à peu près assurées. Et en 2016, l'empreinte carbone de la France était de 666 millions de tonnes équivalent CO2, soit 1,4 par rapport aux émissions territoriales françaises. Donc, pensez toujours non pas émissions territoriales, mais empreinte des Français. Et de fait, c'est bien, la différence, c'est bien ces émissions importées nettes, des émissions exportées. La différence, donc, ça fait 227 millions de tonnes équivalent CO2 pour ceux qui aiment avoir des chiffres nets. Et selon les analyses que nous avons conduites au sein du Haut Conseil pour le climat, il est nécessaire qu'elle diminue de 65% à l'horizon 2050 par rapport à 2005 pour permettre des réductions d'émissions en cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, si je m'attarde un peu sur cette notion d'empreinte, c'est parce que je vous appelle à penser systématiquement empreinte, parce qu'il ne sert à rien de déplacer juste derrière la frontière européenne les émissions de CO2, ou même de CH4 ou de N2O, ce n'est pas le sujet. Ce serait irresponsable de dire qu'on a fait notre travail simplement parce qu'on ne produit plus chez nous, mais qu'on continue à importer. Donc, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que l'empreinte carbone en 2018, donc avec des chiffres bien sûr encore provisoires, des Français est sous la moyenne européenne, un petit peu en dessous de la moyenne européenne, mais de fait que les émissions importées des Français sont supérieures, 1,7 tonnes de CO2 par habitant en moyenne, sont supérieures pour la France que pour la moyenne européenne. Bon, vous retrouvez bien sûr l'effet production d'énergie en France qui abaisse la moyenne des émissions nettes des Français. Donc, je vous appelle à chaque fois que vous pensez émissions, pensez également empreinte pour éviter ce déplacement un peu artificiel et par ailleurs pour éviter d'oublier les transports internationaux qu'il nous faudra prendre en compte dans nos politiques nationales qu'on essaye au niveau du Haut Conseil pour le climat de persuader nos politiques de prendre en compte ces transports internationaux pour la part qui nous revient. Diapositive suivante. Alors, je vais maintenant regarder ce que nous faisons par rapport au suivi des politiques et des mesures françaises, sachant qu'au-delà des stratégies régionales, les SRADET dont je parlais tout à l'heure, nous regardons actuellement 3 types de mécanismes qui nous permettent de suivre l'action concrète conduite du fait, disons, des directives gouvernementales. La première action concrète, et qui est une avancée positive, c'est la mise en place des plans d'action par les ministères. Et de fait, actuellement, 3 plans d'action ont été publiés sur les 9 demandés. Donc, ça ne va pas assez vite, mais c'est nouveau. Donc, nous essayons de voir toujours et la partie positive et la partie négative. La partie positive, c'est que ça disons, c'est annoncé par le gouvernement. La partie positive, c'est qu'il y a quelques plans d'action publiés. Et nous avons d'ailleurs conduit l'évaluation de ces plans d'action publiés. Le deuxième outil, c'est l'évaluation des lois au regard du climat. Et là, vous vous souvenez qu'un tiers seulement des articles de loi font l'objet d'une évaluation climat pour 2 raisons. C'est d'abord que les études d'impact ne sont pas toujours très approfondies et très sérieuses, mais aussi, et on en a souvent peu conscience, parce qu'une loi, elle est très engraissée au niveau de l'examen par le Parlement, et elle sort avec énormément d'amendements toujours. Et donc, au total, nous ne voyons les études d'impact climat des lois au niveau du Conseil d'État en France que sur le projet de loi du gouvernement. Mais tous les amendements, aucun des amendements ne sont évalués vis-à-vis de leur effet climat. Et d'où une recommandation qu'on a faite au niveau du Haut Conseil pour le climat, c'est que le Sénat et l'Assemblée s'emparent de ce sujet pour éviter que 2 tiers des lois ne soient pas évaluées avant d'être adoptées par le Parlement au niveau de leurs effets climatiques. Le troisième outil, ce sont ces outils de plan incitatif, donc le plan de relance est désormais également France 2030, avec là une avancée puisqu'il y a eu un effort de transparence notable au niveau du suivi de plan de relance. Bon, on a fait des recommandations pour améliorer encore
le suivi en matière de climat, puisqu'il y a seulement un tiers des mesures significatives qui bénéficient de ce suivi en matière de climat, et que plusieurs mesures liées au transport et à l'agriculture y échappent. Mais là encore, on peut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un effort de transparence au niveau du plan de relance, et c'est la première fois, et par contre qu'il faudrait améliorer et étendre à toutes les mesures ayant un effet climat ce suivi des mesures du plan de relance. Le transparent suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc on a par ailleurs fait l'évaluation de l'effectivité des mesures mises en place par rapport à la stratégie nationale bas carbone 2, puisque la stratégie nationale bas carbone 2 comportait des orientations claires et explicites. Et en voyant ce qui est déjà en place, il y a une orientation qui sera probablement atteinte, c'est la réglementation sur les bâtiments neufs. 12 orientations qui sont en développement, mais qui présentent des risques non négligeables sur leur mise en place et sur le niveau de baisse, de baisse réelle d'émissions que ça va induire. 6 orientations qui ne sont pas du tout mises en œuvre et 3 orientations qui ne sont pas évaluées. Donc nous sommes là pour dire attention, on a donc une stratégie nationale bas carbone qui actuellement, et bien qu'on arrive bientôt à la fin de la période de mise en place de sa stratégie nationale bas carbone, et bien qui n'est pas en cours de mise en place complète, loin de là. Donc, vous le savez, maintenant, notre attention va porter sur la préparation de la prochaine stratégie nationale bas carbone, puisqu'elle sera publiée en juillet 2024, mais que son élaboration commence d'ores et déjà. Et donc, dans chacune de nos évaluations, nous essayons de dire où nous en sommes et quelles pourraient être les ambitions supplémentaires pour la suite, et notamment en matière de mécanismes sectoriels. Alors, je vais passer, je ne sais pas si je suis peut-être un peu longue, je vais passer à la deuxième partie, mais seulement en allant plus vite, la partie adaptation. Comme le disait Valérie, l'effet du changement, l'effet des émissions de gaz à effet de serre et l'effet des changements climatiques sont déjà réels et constatés. Donc là, il ne s'agit qu'un effet de loupe par rapport à ce que Valérie vous a présenté au niveau mondial. Donc les effets du réchauffement sont déjà directement visibles en France et 2 tiers de la population sont déjà fortement ou très fortement exposés aux risques climatiques. Donc là figure la diminution du froid en bleu et l'augmentation des zones chaudes en rouge. La hausse des températures moyennes en France est de plus 1,7 degré depuis 1900. Et évidemment, l'effet de la pandémie est un peu particulier, mais même après une année de pandémie, 28% des Français continuent à placer la dégradation de l'environnement parmi leurs 2 principaux sujets de préoccupation, et plus de 80% pensent que le territoire sera obligé de prendre des mesures importantes pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Donc c'est important de voir que malgré la situation sanitaire, ce sujet reste très prioritaire pour 80% des Français. Transparent suivant. Donc les conditions, et là aussi pour spécifier ce que Valérie vous a montré au niveau global, l'adaptation qui vise à limiter les impacts négatifs d'un climat qui change et l'atténuation sont toutes les deux indispensables et complémentaires. Le réchauffement climatique se traduira par une dégradation en quantité et en qualité des ressources en eau et de la biodiversité. Il affectera en France les biens et les infrastructures et pèsera sur la stabilité financière avec la perte de valeur de certains actifs, par exemple en agriculture, secteur que je connais un peu mieux. Et au fond, c'est très important d'ores et déjà d'identifier à l'échelle locale, à l'aide d'outils robustes et fiables, les secteurs qui vont être touchés avec l'ensemble des parties prenantes et avec l'ensemble des territoires, et qu'une stratégie nationale soit élaborée au même titre, d'une certaine manière, que la stratégie nationale bas carbone, et de la doter d'objectifs quantifiés et de délais précis. On a déjà donc des plans nationaux d'adaptation au changement climatique, 1 et 2, qui donnent des idées d'actions à mettre en place, mais ils ne sont pas précis et ils n'ont pas, disons, fait converger les réflexions régionales et les mobilisations des acteurs régionaux et les stratégies nationales.
Et donc, c'est une de nos recommandations. Et on peut donner l'exemple de certaines régions qui sont un peu en avance sur les autres, parce que ça peut stimuler les voisines, notamment la Nouvelle-Aquitaine, hein, qui a pas mal travaillé avec le plan Acclimatera, qui a mis en place un organisme scientifique qui spécifie ce qui va se passer en dialogue avec les acteurs sur les secteurs les plus touchés. Dernier transparent, donc je reprends nos recommandations principales. Clarifier les politiques publiques, non pas au Conseil pour le climat, mais c'est parce qu'on pense que si les politiques publiques sont lisibles et dans le long terme, ça permettra aux acteurs de comprendre dans quel contexte ils s'inscrivent et donc d'être plus courageux sur leur plan d'action et leurs investissements parce qu'ils savent que ce sont des phénomènes de long terme. Il faut finaliser les stratégies locales, les faire converger avec les objectifs nationaux, parce que c'est bien dans ces stratégies locales que l'ensemble des acteurs publics et privés s'approprient mieux les enjeux de décarbonation. Pérenniser les aides et les investissements, parce que le plan de relance a pas mal d'actions positives, mais effectivement dans des constantes de temps courtes, et donc une lisibilité à long terme permettrait aux acteurs de s'engager plus résolument. Avoir des processus d'évaluation et de suivi des politiques publiques en place et stabilisés qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience rapides et d'accélérer les progrès, et d'intégrer systématiquement l'adaptation au changement climatique dans les politiques aux échelons nationaux et territoriaux, car les impacts d'un climat qui change se font déjà sentir. Merci de votre attention et j'espère qu'il nous reste un temps significatif pour le dialogue. Merci beaucoup, oui, Mme Guillot. Merci encore, Valérie Masson-Delmotte. Oui, nous avons effectivement quelques questions et nous avons encore 20 minutes pour échanger donc, avec vous, participants. Là aussi, je vais vous demander quelques secondes pour que je me retrouve avec les questions qui ont été posées. Peut-être, Valérie, avez-vous quelques retours sur les questions auxquelles vous avez déjà répondu par écrit, mais peut-être quelques précisions pendant effectivement que je reprends les questions à vous poser. Hop. Alors, si vous voulez, je peux juste rebondir sur quelques-unes des questions. Donc, il y avait par exemple des questions qui portaient sur les scénarios socio-économiques qu'on utilise associés aux perturbations du bilan d'énergie de la Terre dans les projections climatiques globales. Donc, ce qui est nouveau dans l'exercice actuel, c'est qu'on couvre une très large palette, des scénarios plus bas que précédemment, des scénarios plus hauts que précédemment, et des combinaisons un peu différentes sur les émissions de gaz à effet de serre et de composés à courte durée de vie qui sont aussi des polluants atmosphériques. Donc, ça permet de mieux aborder les enjeux croisés émissions, qualité de l'air et climat que précédemment. Je ne l'ai pas non plus mentionné, mais on ne rapporte pas de manière simple les projections climatiques. Ce n'est pas simplement le résultat des modèles de climat, c'est le résultat d'une évaluation de la réponse du climat, ce qu'on appelle la sensibilité climatique, qui est contrainte par les climats passés, la compréhension de chaque boucle de rétroaction et des contraintes issues des observations. Et ça nous permet d'avoir aussi une réponse plus précise pour chaque trajectoire. Ce que je voulais également mentionner, c'est dans la fin de ma présentation, sur les estimations pour les trajectoires de court terme impliquées par l'accord de Glasgow. C'est vraiment, je me suis appuyée sur ce qui était fait par Climate Action Tracker, également l'Agence internationale à l'énergie et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est une synthèse faite par un journal en ligne britannique qui s'appelle Carbon Brief, qui était très bien faite et qui intègre ces différentes estimations. Il y avait des questions aussi qui portaient sur, par exemple, le Gulf Stream, dans un climat qui se réchauffe. Donc, dans notre rapport, on a passé en revue toute la possibilité d'avoir des points de bascule, des changements abrupts ou irréversibles dans le fonctionnement du climat. Ça reste associé à des incertitudes majeures sur les seuils qui conduiraient au déclenchement de comportements abrupts. Par contre, donc on l'a abordé sur la forme de narratif, c'est-à-dire on ne sait pas quelles seraient les conditions qui conduiraient à des changements abrupts. Mais si cela se déclenche, voilà ce qu'on est capable d'estimer de leurs conséquences. Donc, c'est de cette manière-là que c'est abordé dans le rapport. Et vous trouverez des choses assez claires dans le résumé technique. En particulier, il y a un encadré sur les changements abrupts.
Il y avait des questions aussi sur le méthane, et donc je fais référence à un rapport dédié du Programme des Nations Unies sur l'environnement qui porte sur les solutions permettant d'agir très vite sur le méthane dans chaque région et dans chaque secteur d'activité. J'ai mis ce lien. Et je voulais aussi mentionner qu'en février prochain, il y aura le rapport du groupe 2 du GIEC qui porte sur les impacts, les risques, les options d'adaptation dans chaque région, dans chaque secteur d'activité, et qui porte aussi sur le groupe 3 du GIEC, qui lui comporte les spécialistes de l'atténuation, c'est-à-dire comment réduire les émissions de gaz à effet de serre dans chaque secteur d'activité de manière transverse. Et ce rapport qui est prévu pour mars prochain, qui va être bientôt en relecture dans sa dernière version par les gouvernements, il comporte des progrès considérables par rapport au précédent, sur tout ce qui porte sur la demande, en fait, la dimension sociale liée à la consommation, liée au choix collectif, à côté des aspects qui portent sur les modes de production, je dirais. Donc, il y aura beaucoup d'éléments nouveaux qui touchent à vos points de préoccupation pour l'action dans le rapport qui va venir en mars prochain et que je ne peux pas dévoiler puisqu'il n'est pas complètement finalisé. Merci. Peut-être une question aussi qui a été posée, c'est selon Climate Action Tracker et l'intégration des promesses de la COP26, nous allons sur une trajectoire donc à plus 2,4 degrés si les engagements de 2030 sont respectés et plus 1,8 si les engagements long terme sont respectés. Est-ce que du coup le GIEC confirme bien ces éléments et du coup si oui, pourquoi tient-on toujours un discours sur les 1,5 degrés ? Oui, alors le rapport de cet été n'intègre pas, bien sûr, quoi que ce soit sur les engagements qui ont été pris par la suite. Il s'appuie sur les scénarios que j'ai décrits. Donc, ce que j'ai mentionné à la fin de ma présentation, c'était vraiment les évaluations récentes des avancées liées à la COP26. Et si on prend le scénario si on fait l'interprétation la plus optimiste des promesses qui ont été faites, c'est-à-dire tous les engagements net zéro des différents pays mis en œuvre à horizon 2050-2070, à partir d'émissions qui stagnent en fait jusqu'en 2030. Donc c'est une trajectoire un peu bizarre, hein, ça stagne, puis d'un coup ça baisse très fortement. Donc ça conduirait à la fin du siècle à un réchauffement de l'ordre de 1,5 à 2,4 degrés, avec une estimation médiane autour de 1,8. Mais il faut bien voir que ces estimations, elles sont toujours réactualisées à mesure qu'il y a des connaissances nouvelles. Donc, par exemple, si un pays comme, au hasard, l'Australie, affiche un objectif net zéro en 2050 et qu'il y a zéro politique publique mise en place et zéro élément qui permette d'étayer cet engagement, cette promesse n'a aucune réalité. Je prends cet exemple pas par hasard, en fait. Si par contre un pays comme l'Inde n'a pas encore mis de réactualisation de sa contribution nationale volontaire sur le papier, mais qu'elle affiche un doublement de la part de sa production d'électricité de sources renouvelables, cela peut avoir des implications très importantes sur les émissions de CO2 de ce pays qui construit son système énergétique et qui le construisait récemment beaucoup à base de charbon. Donc ça, on n'a pas encore d'éléments précis. C'est un engagement qui a été pris par le chef d'État pendant la COP26. Et avoir des éléments plus détaillés, ça permettra d'avoir une évaluation plus précise. Voilà. Donc, c'est juste pour nuancer ces chiffres qui circulent. Et la dernière chose, c'est effectivement la présidence de la COP26 britannique a souligné le fait de garder l'objectif 1,5 sous perfusion, en fait. C'est-à-dire de ne pas complètement l'exclure sur la base des engagements qui ont été pris. Mais ce que vous voyez bien, c'est que s'il n'y a pas d'action dans les années à venir, le fait de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré s'éloigne de plus en plus. Ou en fait, le fait de dépasser 1,5 degré dans les prochains 20 ans est de plus en plus plausible. Mais c'est vraiment l'action qui sera mise en place dans les années, dans les décennies à venir, qui va le définir. Merci. Une question pour Mme Guillou. L'empreinte carbone d'un Français, du coup, c'est combien? Il y a quoi, du coup, se référer? On a parlé de 9, de 11. Est-ce qu'on parle, du coup, effectivement, en inventaire national ou empreinte carbone? C'est quoi la référence aujourd'hui pour nous? Remettez votre micro, attention, on ne vous entend pas. Oui, pardon. Oui, notre difficulté, c'est qu'il y a un décalage dans le temps, comme je vous le disais, sur l'empreinte des produits importés, d'une certaine manière, enfin sur le contenu carbone des produits importés. Donc le chiffre, disons, qui est à peu près établi, c'est celui que je vous ai cité pour 2016, de 10 tonnes équivalent CO2.
et avec des données provisoires, mais j'ai vu que quelqu'un avait mis un lien là, dans le chat, avec des données provisoires, 9,9 tonnes équivalent CO2 en 2019, mais sachant que, bon, il faut que vous attendiez à ce qu'il y ait potentiellement une petite évolution du chiffre en fonction du contenu carbone des produits importés et des connaissances que nous aurons sur les pratiques des pays d'où viennent ces produits importés. Parce que si ces pays ont le même type de politique que nous, bah, ils ne seront pas plus chargés que les nôtres. Par contre, si ces pays viennent de pays ayant des politiques moins exigeantes que les nôtres, ils seront plus chargés que les nôtres. Vous le comprenez facilement. Merci. Une autre question, c'était, vous avez parlé du charbon. On me demande si le charbon est encore une source d'énergie utilisée en France. Pourquoi vous... C'est-à-dire, l'idée, c'est les politiques. Nous, donc, on s'est prononcé sur le charbon avec l'idée qu'il fallait plus de politique d'incitation, qu'il fallait plus de nouveaux investissements. Et comme vous le savez, il y a eu une décision de fermeture des dernières centrales. C'était une réglementation il y a quoi, 2-3 ans, je crois. Hein. Donc, il y a une politique claire en France, disons, vis-à-vis du charbon. Merci. Notre question, pourquoi le programme des Nations Unies pour l'environnement et le HCC ne prévoit-il pas les mêmes réductions? On voit qu'on est sur moins 6-7% pour le PNUE et moins 3-4% pour le Haut Conseil pour le climat. Parce que les pays, mais enfin là, Valérie pourrait relativiser au niveau mondial, mais les pays ne partent pas du même point de départ et n'ont pas les mêmes secteurs en activité sur leur territoire. Donc, nous, on spécifie en fonction des activités françaises. Bien sûr, non, mais je pense que c'est important aussi de le rappeler à tous qu'on n'a pas tous les mêmes efforts à fournir. Oui, Valérie, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, dans le rapport du GIEC de 2018, qui décrivait les trajectoires permettant de limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce qui était au niveau planétaire, c'était une baisse de 45% pour le CO2 seul entre 2010 et 2030, et pour le CO2 seul, net zéro autour de 2050. Bon, ça, c'est confirmé, en fait. Hein. Ça a été repris par un certain nombre de pays qui, eux-mêmes, ont pris à leur compte net zéro CO2 2050, par exemple des pays développés. Et c'est un point de tension, parce qu'en fait, c'est au niveau planétaire. Dans une situation où on a des responsabilités communes mais différenciées, un des points clés des négociations sur le climat. Et donc, un pays comme l'Inde, lui, exprime que sa contribution au cumul à ce jour des émissions de CO2 est très faible. Je crois que c'est de l'ordre de 4%, si je ne me trompe pas. Et donc, son positionnement est que si on voulait limiter le réchauffement à un niveau aussi bas, il faudrait que les pays qui ont une responsabilité historique plus importante, en gros les pays développés de manière plus ancienne, atteignent ce net zéro CO2 plus tôt pour laisser une petite marge de manœuvre pour des pays qui sont en train de construire leur système énergétique et que eux puissent réduire un peu plus tard. Voilà. Et donc, ça fait partie de ces points de débat très durs, en fait, hein, des tensions qui étaient très fortes à Glasgow, du fait que tous les pays ont pris conscience que limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible, c'est quelque chose de stratégique pour tous les pays, en fait. Ça progresse. Mais on voit que l'action qui est mise en œuvre par les pays qui ont la responsabilité historique la plus large, les émissions par habitant les plus importantes et les capacités à agir les plus fortes restent tièdes. Et donc, c'est une forme de piège, c'est comme ça que je le décris, hein, sur des grands pays émergents qui eux-mêmes sont dans une phase d'industrialisation avec une grande vulnérabilité, une forte exposition aux aléas climatiques, et puis la question de donner accès le plus rapidement possible, par exemple à l'électricité, pour une partie importante de leur population qui ne l'a pas nécessairement. Et ce piège est encore plus fort sur les pays les moins avancés, qui, eux, font face à des pertes et des dommages croissants, n'ont aucun mécanisme de compensation, c'est-à-dire les pays qui ont une responsabilité sur le changement actuel ne mettent pas des montants à hauteur du coût des pertes et des dommages pour les pays les plus fragiles. Eux ne dépendent principalement que de l'aide au développement pour pouvoir accéder à une énergie plus propre et pour pouvoir avoir des recettes pour leur stratégie d'adaptation. Donc, cela fait partie des points de tension très importants qui ont été marqués à Glasgow sur ces différents volets. Et ce que les pays en développement ont obtenu, c'est que dans l'aide apportée aux pays du Sud, qui n'est pas à la hauteur des promesses d'il y a 10 ans, actuellement, il y avait en gros 80% pour l'énergie propre et 20% pour l'adaptation, et eux souhaitent qu'il y ait 40% de ce montant pour les aider pour l'adaptation, pour réduire en fait les pertes et les dommages, hein, bien sûr.
Une réorientation de ces aides, en tout cas aussi aux pays en voie de développement, quoi. Merci. Une question aussi sur justement les actions à mener sur la partie agriculture. Que penser aujourd'hui des actions qui touchent justement au régime végétarien, flexitarien, enfin en gros tout ce qui concerne la baisse de la consommation de viande, et du coup quelles conséquences sur l'agriculture et ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l'occupation des sols. Oui, alors on est en train de préparer un rapport spécial pour l'agriculture parce que comme tout se tient d'une certaine manière, si vous n'avez plus d'animaux qui sont élevés à l'herbe, il n'y aura plus de prairies, les prairies stockent du carbone. Enfin, donc les choses trop schématiques sont toujours difficiles. Donc on est en train de préparer un rapport spécial sur agriculture et alimentation, sachant que de toute façon, il est clair que ce sont les animaux ruminants et notamment les bovins qui sont la source principale, sachant que vous avez les rizières, les tourbières et des choses comme ça, mais en France, la source principale de dégagement de méthane, ce sont les ruminants et donc notamment les bovins. Et donc la consommation notamment de viande, mais de produits d'origine animale, est une des sources économiques, disons, de ce système. Mais donc je vous appelle, alors c'est un peu, donc actuellement, on a encouragé dans nos rapports précédents de mettre en place tout ce qui est comme toutes les mesures techniques à élevage constant. Disons, de toute façon, vous avez une diminution du cheptel en France depuis plusieurs années qui se prolonge. On encourage la mise en place des mesures de couverture, des fosses à lisier. Enfin, il y a un certain nombre de mesures techniques assez faciles à mettre en place et que les plans de financement d'incitation pourraient aider à mettre en place plus vite et qui jouent sur quand même 20 à 30%. Vous voyez, des dégagements d'après les quelques centaines de fermes qui sont passées. Et donc après, il reste les grandes masses, et les grandes masses, ce sera lié à des évolutions globales. Et donc, le fait de payer la tonne de carbone, de réenrichir les sols en carbone, vous voyez, des actions très, très massives. Donc, disons que les efforts marginaux, il faut les encourager parce que ça joue sur quelques dizaines de pourcents à système d'élevage constant, sachant que par ailleurs, comme je le disais, l'élevage diminue actuellement. Il y a une tendance à la baisse du cheptel en France, cheptel bovin. Quand vous parliez du coup de la SNBC 3, donc la révision avec peut-être aussi plus d'objectifs plus ambitieux ou en tout cas plus précis sur le secteur de l'agriculture. Oui, c'est ça. D'autant plus qu'on oui, certainement, d'autant plus qu'on s'inscrit dans des politiques européennes qui sont encore plus volontaristes que celles qui sont adaptées dans la SNBC actuelle. Donc oui, l'agriculture aura certainement à faire des efforts supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans la SNBC 2. Donc il faut arriver, et c'est un des objectifs de notre rapport spécial agriculture-alimentation, arriver à voir ce qui est réaliste, parce que je veux dire, l'agriculture a également évidemment un rôle d'aménagement du territoire. Enfin, vous voyez bien que c'est toujours un équilibre de plusieurs politiques publiques qui se retrouvent dans un secteur. Donc oui, il y aura certainement des objectifs augmentés. Merci. Oui, peut-être dans les dernières questions, aujourd'hui on a eu une présentation à l'échelle, on va dire mondiale avec le GIEC et puis une présentation à l'échelle nationale. Pour nos participants, où trouver aussi les objectifs intermédiaires à l'échelle européenne? Oui, tu veux y aller, Valérie, ou qu'est-ce que tu en penses? Et puis je complète au niveau national. Alors, disons, au niveau international, les objectifs pour l'ensemble des pays de l'Union européenne sont ceux présentés par l'Union européenne, avec une révision à la hausse de l'engagement à baisser les émissions de l'ordre de 55% à horizon 2030 par rapport à 1990. Donc, c'est considéré comme une des régions du monde qui a révisé à la hausse son ambition à agir par rapport à d'autres. Et par ailleurs, ça pose la question de la réactualisation du plan d'action côté français. Sachant que ce qui est inscrit aujourd'hui, par exemple, dans la loi climat-résilience, n'est pas nécessairement suffisant pour atteindre un rythme de baisse d'émissions de gaz à effet de serre après 2024 de l'ordre de 3% par an, ce qui était aligné avec le précédent engagement européen. Donc, ça pose vraiment des questions de plan d'action, disons, pour la période des prochains 5 ans, des choses précises, en fait, de manière plus aiguë.
Ce que je voulais également mentionner par rapport à certains points de discussion, c'est aussi finalement pour moi la question de penser les choses autrement, c'est-à-dire pas uniquement de voir le coût de l'effort à mener côté climat, mais l'ensemble des bénéfices, à penser les choses vers une plus grande soutenabilité. Donc on a souligné vraiment les enjeux croisés, par exemple, alimentation, qualité de l'air, santé publique, climat. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment des choses structurantes qui peuvent être mises en place et qui ne demandent pas nécessairement des budgets considérables, mais qui maximisent en fait les bénéfices multiples. Donc l'idée, c'est investir pour avoir des bénéfices sur le temps long qui seront les plus importants. Et je crois que c'est un des aspects pour lequel les modalités actuelles de gouvernance sont délicates parce que abordées parfois en silo ou cloisonnées. Oui, donc c'est tout à fait cohérent. Et pour la France, en fait, donc on sait qu'on va devoir augmenter les ambitions, puisque désormais il y a un objectif européen qui a augmenté. Donc ça voudra dire que bon, l'objectif de neutralité carbone de la France d'ici 2050, il reste évidemment nécessaire et atteignable, qu'actuellement, ce qui est traduit dans les textes, bon, ça s'est amélioré, hein, vous l'avez vu en 2019, ça diminue plus vite qu'avant, mais ça ne suffira pas pour arriver à obtenir ces objectifs rehaussés au niveau européen. Donc, ça veut dire que toute la cascade doit être repensée avec l'objectif rehaussé et voir, notamment dans le secteur transport, qui est celui qui évolue le moins bien, mais également, on parlait du secteur agriculture ou d'autres, comment arriver à faire doubler, pratiquement doubler, on voyait les chiffres tout à l'heure, pour la période du 3e budget carbone, comment arriver à faire doubler ce rythme de baisse. Donc, on considère que c'est atteignable, évidemment, ce n'est pas facile, que ça suppose surtout d'établir des cadres d'action suffisamment long terme pour que les acteurs puissent s'y mettre, les acteurs de tous les niveaux puissent s'y mettre et de faire converger, bon, bien sûr, les acteurs privés, mais aussi les acteurs régionaux et locaux avec les schémas nationaux. C'est-à-dire c'est la cohérence et c'est l'augmentation des ambitions qui nous permettra de remplir cet objectif rehaussé qui a été mis sur la table par l'Union européenne et qui aura des conséquences dans une plus grande ambition des objectifs nationaux, bien sûr. Vous l'entendez, à vous, participants, c'est à nous tous de s'accorder dans l'action pour parvenir à ces objectifs, à ces engagements qui doivent être ambitieux. Encore une fois, c'est dans le monde dans lequel nous souhaitons vivre demain. Donc, c'est vraiment important qu'on soit tous mobilisés dans cette action. Nous arrivons maintenant à la fin de cette plénière d'ouverture. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte, merci beaucoup, Madame Guilloux, pour vos présentations respectives et puis aux participants pour les nombreuses questions auxquelles on n'a pas pu tous répondre, mais vous pourrez aussi, on les gardera et on essaiera en tout cas d'y répondre en partie.